Salut les enveloppeurs d'oreillers, bienvenue sur la clinique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Vince McMahon et au territoire. Parce que aujourd'hui, il y a la AEW qui dérange un petit peu la WWE, en tout cas, qui commence un petit peu à les menacer. C'est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis plus de 20 ans, enfin oui, plus de 20 ans, depuis la mort de la WCW. Et avant ça, avant la WCW contre la WWE, à l'époque WWF, eh bien, il avait fallu remonter encore une quinzaine d'années en arrière, lorsque Vince McMahon avait décidé de prendre le monopole du catch et de complètement modifier la manière dont le catch américain était structuré. Parce que jusqu'alors, c'était le système des territoires. Pour faire simple, chaque État avait son territoire et les catcheurs allaient un petit peu partout. Allaient dans un territoire pendant un an, ils changeaient, dans un autre pendant 2 ans, et ainsi de suite. Mais en tout cas, il n'y avait pas de monopole national. Et c'est Vince McMahon qui a lancé ça en 1983. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer qu'il a tué le game. Donc aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un monde disparu que très vraisemblablement vous n'avez pas connu parce que vous n'étiez tout simplement pas né comme moi. Et on va voir comment tout ceci est arrivé grâce ou à cause d'un seul homme, Vince McMahon, selon le point de vue qu'on décide d'adopter. Enfin, quand je dis un seul homme, finalement, c'est pas vraiment vrai et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Alors on va commencer le 27 décembre 1983, lorsque le monde du catch change à tout jamais. Ce jour-là, Hogan, Hulk Hogan et d'autres grands noms du catch sont à Saint-Louis, dans le Missouri, la ville natale de Randy Orton, pour un nouvel enregistrement de Wrestling at the Chase. Sauf que pour la première fois depuis 24 ans, c'est Vince McMahon qui organise le show. Il vient de racheter le St. Louis Wrestling Club, qui était un territoire indépendant et membre de la NWA, et il chamboule par là même le monde de la télé en payant les chaînes pour diffuser le produit, alors qu'avant, c'était les chaînes qui payaient pour diffuser du catch, comme c'est redevenu le cas assez rapidement après. Mais à l'époque, Vince McMahon était très agressif, donc il essayait d'acheter les chaînes de télé, enfin de payer pour qu'ils soient diffusés, et parallèlement, il essayait de choper toutes les grandes stars afin de pouvoir proposer le produit le plus attractif aux États-Unis de manière nationale. Vince McMahon, il voulait être plus que simplement le patron du Nord-Est. C'est vrai que historiquement, la WWE, c'est New York et le Nord-Est, et il voulait carrément être plus qu'un promoteur de catch, ce qui, assez souvent, s'est avéré être son talon d'Achille quand il a fait du football, échec toujours cuisant, les films WWE, on n'en parle pas. Donc voilà, Vince McMahon, il a toujours eu une idée, un peu une mégalomanie qui dépassait les frontières du catch. Ça ne l'a pas toujours servi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait les dents très longues. Après que Hogan ait battu le Iron Sheik le 23 janvier 1984 au Madison Square Garden, il est clair que le catch tel qu'on l'avait connu jusqu'à présent ne serait plus jamais le même. Hogan était alors le leader de la WWE, cette WWE de l'époque qui était alors lancée. Et à ce niveau-là, Vince McMahon Jr., celui qu'on connaît aujourd'hui, a toujours dit que si son père, Vince McMahon Sr., avait connu à l'époque ses intentions en termes de modification du business du catch, il ne lui aurait jamais cédé la WWE. Sentant le vent tourner, les plus grands promoteurs de l'époque se sont réunis pour s'organiser et tenter de contrer Vince. Parmi ces promoteurs, on trouvait Vern Gagne, on trouvait Jim Crockett, on trouvait Ollie Anderson, Jerry Jarrett, Carlos Colon et aussi Bill Watts par exemple. Tous ces promoteurs, ils forment une structure qui s'appelle Pro Wrestling USA, une entreprise qui riposterait en organisant des événements en direct dans le Nord-Est, mettant en commun les meilleurs talents. Mais la nouvelle organisation est rapidement affaiblie quand Bill Watts et Jerry Jarrett se retirent du projet, estimant que leur grande star de l'époque ne serait pas assez mise en avant par cette Pro Wrestling USA. Donc entre ego et habitude de travailler seul, les promoteurs s'avèrent être incapables d'accorder leur violon. Pro Wrestling USA disparaît presque aussi vite qu'elle est née et Vince McMahon continue tout seul vers son expansion nationale. Et en moins de 5 ans, c'est tous les promoteurs américains qui vont être soit en faillite, soit tellement affaiblis qu'ils ne représentent plus du tout de menace pour Vince McMahon. Et vous allez voir que cette prise de contrôle du catch US s'est passée beaucoup plus en coulisses que vraiment dans le ring. L'avènement du câble aux États-Unis, c'est surtout ça qui a permis à Vince McMahon d'obtenir une exposition nationale de ses catcheurs, qui signifiait qu'en dehors de 2 ou 3 promotions locales, toutes les autres mourraient lorsque les fans finiraient par ne plus suivre ce qu'ils considéraient comme être la compagnie numéro 1 aux États-Unis, la WWE. Mais grâce à une approche différente du catch, c'est la NWA qui va tirer un petit peu son épingle du jeu. Enfin, c'est plutôt Jim Crockett Promotions pour être plus précis, parce que la Jim Crockett Promotion arrivait encore à concurrencer Vince McMahon avec Ric Flair. Mais pas que Ric Flair, il y avait aussi
évidemment tous les Four Horsemen, il y avait Dusty Rhodes et bien d'autres catcheurs qui ont permis de créer un produit qui va concurrencer, ou en tout cas qui va freiner l'avènement de la WWE au niveau national. Et Jim Crockett va même réussir à battre Vince McMahon dans certaines villes, comme par exemple Baltimore. Donc Vince McMahon, il est complètement piqué au vif, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement contacter les grandes salles du pays, et il va les menacer, en disant qu'il ne viendra plus dans leur ville s'ils n'acceptent pas une exclusivité avec la WWE. Le résultat, c'est que Jim Crockett fonctionnait généralement dans des salles secondaires, sauf dans le sud-est où Vince McMahon, lui, n'était pas encore assez implanté. D'ailleurs, Jim Crockett était tellement fort dans le sud-est et le style était tellement plus rapide et le catch vraiment meilleur qu'à la WWE que c'est la raison pour laquelle la WWE ne s'est jamais vraiment complètement réimplantée sur les territoires du sud-est jusqu'à peu près la fin des années 90 en raison de la popularité débordante de Austin et du Rock. Mais malgré tout, c'était encore trop peu pour que Jim Crockett arrive réellement à rivaliser avec Vince à l'échelle nationale. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on va voir tout ça en détail. Il faut aussi comprendre que même si Baltimore, là, la ville dont on vient de parler, était gagnée et que, par exemple, Philadelphie, c'était une ville sur laquelle la NWA et la WWE étaient au coude à coude, les moyens financiers mis en œuvre à tous les niveaux par Vince McMahon étaient beaucoup trop importants pour que Jim Crockett mette autant la main à la poche pour rivaliser. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1988, Ted Turner rachète Jim Crockett Promotion, la NWA, et c'est à ce moment-là que ça va devenir officiellement la WCW. Même si Crockett proposait un catch largement supérieur techniquement à celui de Vince McMahon, avec des gars comme Ric Flair, donc Roddy Piper, Ricky Steamboat ou les Rock'n'Roll Express, les Midnight Express, le style de la WWE était tellement diffusé que son public n'avait pas forcément accès au catch de Crockett pour pouvoir comparer. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré tout, Crockett a su tirer son épingle du jeu, à tel point que Vince McMahon un jour était furax, alors qu'il voulait obtenir un rendez-vous au Coliseum de Greensboro et de Charlotte, en Caroline du Nord. Parce que là-bas, c'était vraiment le territoire de Jim Crockett, de la NWA. Donc voilà, Vince McMahon, ça n'intéressait personne. Et donc le gars, il a absolument pété les plombs. Ce qui est vraiment ironique, parce que parallèlement à ça, le mec faisait exactement la même chose avec le Madison Square Garden, en interdisant aux gens du Madison Square Garden d'accorder un rendez-vous à Jim Crockett si un jour il se mettait en tête de s'implanter un petit peu dans le nord-est. Donc l'hôpital, comme on dit, qui se fout de la charité. Un des plus gros coups que Vince McMahon a fait, c'était aussi de récupérer le territoire de Toronto au Canada, avec Jack Tunney, qu'on a vu très souvent car il était le président entre 1984 et 1995. Enfin, quand je dis président, c'est le président de façade, c'est lui qui intervenait dans les storylines, c'est lui qui avait statué sur les doubles vainqueurs du Rumble 94, Bret Hart, Lex Luger, quand ils sont passés par-dessus la troisième corde en même temps. Bref, c'était lui, on va dire, le président, et à l'époque, c'était, on va dire, l'équivalent du commissionnaire de l'époque un petit peu plus récente, pour vous situer le truc. Donc au début, le Canada, c'était un mix de catcheurs, mais Jim Crockett avait peur que Jack Tunney le trahisse pour Vince McMahon. Donc Crockett, il devient un petit peu parano et il arrête de lui envoyer ses grosses stars. Donc au bout d'un moment, Jack Tunney se dit, bon, il n'y a plus beaucoup de stars, il faut que j'arrive à pallier à tout ça. Il commence à bosser avec Vince McMahon. Sauf que Vince McMahon, comme il a les poches pleines de flouze, en tout cas il est prêt à investir et qu'il veut vraiment, take over, quoi. Il veut se mettre tout le marché nord-américain dans la poche, et lui, il va lui balancer toutes ses grosses stars, avec notamment Hogan, et à ce moment-là, Jim Crockett avait eu le nez creux, contrairement à moi. Vince McMahon va effectivement travailler avec Jack Tunney, et Jack Tunney va complètement oublier Jim Crockett. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quels que soient les catcheurs que Vince McMahon signait, il leur a donné l'occasion de gagner plus d'argent aussi, même si le calendrier des shows de la WWE était beaucoup plus difficile que les calendriers de territoire qu'ils auraient pu avoir jusqu'à présent. Avec le recul, de nombreux lutteurs reconnaissaient que dans la période pré-1984, bien gagner sa vie en travaillant seulement 12 à 15 dates par mois, c'était une période absolument merveilleuse de leur carrière et que c'était bien mieux que gagner beaucoup plus d'argent, mais de devoir prendre beaucoup de produits pour pouvoir tenir le rythme et de travailler parfois 30 jours d'affilée, sans parler de tous les déplacements, et c'était quelque chose de tout à fait normal et commun à la WWE. Parce que les territoires, ça voulait dire de bosser dans une seule partie des États-Unis, à part quand tu étais champion NWA comme Ric Flair par exemple. Mais avec Vince McMahon, à cause de son expansion nationale, les gars étaient obligés de voyager et de bosser dans
tous les États-Unis, voire le Canada même, comme on en a parlé. Donc c'était très compliqué, même si le revers positif de cette pièce compliquée au niveau du rythme et de la dureté du boulot, c'est que Vince McMahon, c'est uniquement lui qui a permis à tous ces catcheurs de devenir des stars vraiment nationales. Donc voilà pour ce premier épisode consacré à la mutation profonde du catch aux États-Unis avec les territoires et Vince McMahon et comment est-ce qu'il a procédé. Dans le prochain épisode, on va aborder un petit peu plus les mécanismes qui ont permis à Vince McMahon de légitimer le succès de son produit à l'échelle nationale. Et on va aussi voir que, également, contrairement à ce que l'on pense, Vince McMahon ne voyait pas en Hogan une sorte de messie absolu comme le Rock ou Austin pourront l'être 15 ans plus tard. Très intéressant. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode numéro 2 consacré à Vince McMahon, son expansion nationale et la fin des territoires, la manière dont Vince McMahon, d'une façon, oui, on peut dire, a tué le game. À très bientôt et comme toujours, n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye!